Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur School TV. School TV Le Bac, vous le savez, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut. Allez, on est reparti pour le sommaire de cette émission Gros Plan. Aujourd'hui sur un professeur de musique réputé qui enseigne la mandoline. Oui, la mandoline à plus de 200 enfants des quartiers difficiles de Marseille. Comment est né ce projet? Quelles sont les clés du succès? La réponse dans un instant. Marseille, capitale mondiale de la mandoline. Comment cet instrument en vogue au siècle dernier enchante les minots de la cité phocéenne? Vous le verrez. Quel est le pouvoir de la musique sur la scolarité de tous ces jeunes? Élément de réponse dans un instant. Et puis, comme dans chaque mag, il y a une loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle de Demos, un projet piloté par la Philharmonie de Paris et qui permet en fait d'ouvrir l'accès à la musique aux enfants qui en sont le plus éloignés. L'expression orale. Vamos. Bonjour Vincent Berdemander. Et bonjour à tous. Skype depuis Marseille. Comment allez-vous? Eh bien, je vais bien. Il fait pas très beau aujourd'hui à Marseille, mais c'est pas grave. Vous allez mettre un beau moqueur. C'est pas vrai. Il fait beau à Marseille, il fait beau à Paris. Impossible. Ça arrive des fois. Ça peut arriver. Vincent Berdemander, qui est donc compositeur, concertiste international, directeur artistique et professeur de mandoline. Est-ce qu'on peut dire que c'est un projet complètement fou que vous avez réalisé? Oui, c'est un projet complètement fou, mais il faut être un peu fou pour faire de la musique, vous savez. Donc, il n'y a que des fous dans le musicien. Comment ce projet avec la mandoline qui, on l'a compris, est un instrument qui est très cher à vos yeux? Mais écoutez, d'abord, il faut reconsidérer l'instrument comme un instrument qui est un instrument antique, un instrument très ancien, qui a acquis ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle, est devenu l'instrument vraiment prisé de l'aristocratie européenne, et particulièrement en France. Il faut savoir que les rois de France jouaient ces instruments. Et c'est devenu un instrument populaire au milieu du 19e, à la fin du 19e, et principalement dans les grandes cités méditerranéennes, en Italie et à Marseille. À Marseille, avec l'immigration napolitaine et sicilienne de la fin du 19e et du début du 20e, énormément de mandolinistes étaient présents dans la cité phocéenne, à tel point qu'il y avait un orchestre de mandoline par quartier, par arrondissement, et qu'en 1921, le maire de l'époque, Siméon Flessière, décide de créer la première classe de mandoline au monde au conservatoire. Donc déjà, la folie, elle était déjà un peu avant. Moi, je n'ai fait que raviver la flamme et, on va dire, la mettre dans un contexte contemporain, c'est-à-dire un contexte où on s'occupe d'abord des enfants et de la transmission des jeunes. Mais alors, aujourd'hui, vous donnez des cours à combien d'enfants? Vous et les autres professeurs, j'imagine. Alors oui, évidemment, moi je n'ai pas le don d'ubiquité. Moi je suis professeur au Conservatoire de Marseille où j'ai réouvert la classe en 2009. Donc c'est une très belle classe aujourd'hui qui a un temps plein avec beaucoup d'élèves, un orchestre. Et on donne des cours dans le cadre de la compagnie que je dirige, la compagnie VVD&Co, à 250 enfants, principalement des quartiers empêchés de Marseille. Et ça, je dois dire que c'est né d'une initiative. Ça a toujours été un rêve, si vous voulez, parce que moi j'ai fait 7 conservatoires, mais je suis issu de l'éducation populaire. J'ai commencé la musique au foyer d'éducation populaire Fontaine-Lestan de Toulouse, qui est un quartier ouvrier et populaire au sens, disons, accordéon et cassoulet, vous voyez, on parle de la fin des années 80 là. Et donc, j'avais cette idée vraiment de vouloir refaire quelque chose. Mon premier mentor était quelqu'un qui était très engagé vers la jeunesse, et il se trouve que quand j'ai posé mes valises à Marseille, à la fin des années 90, là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mais c'est un processus qui a été long à mettre en place, parce que d'abord, il a fallu réhabiliter l'instrument, et ensuite, une fois que les structures étaient préparées, eh bien, on a créé ça, on a travaillé. On a travaillé avec qui? Avec la mairie, avec l'État, avec toutes les collectivités. Et je dois dire que c'est d'abord la préfecture qui nous a sollicité, puisque et le Covid nous a un peu aidés. Il faut bien qu'il y ait quelque chose de positif à cette crise. Le Covid nous a aidés parce qu'en fait, les enfants ne pouvant plus bouger, la préfecture m'a demandé d'organiser un stage dans un des quartiers pour les enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances. Et à la fin de ce stage, où la préfète était présente, eh bien, il y a 5 enfants qui sont venus me voir en me disant « Monsieur, on va rentrer au conservatoire ». Donc je me suis retourné vers la préfète, je dis « Voilà, vous leur avez vendu du rêve, maintenant on fait quoi avec ces enfants? Ils vont refaire du football, c'est très bien le football, mais… » Et là, elle m'a dit « Bon, écoutez, vous ne pouvez pas les prendre dans la classe ?» Je dis « Non, je n'ai pas de possibilité de les prendre dans une classe au conservatoire. » Elle m'a dit « On va voir ce qu'on peut faire. » Et elle nous a trouvé des crédits qui nous ont permis d'acheter des instruments et de créer la première antenne de mandoline dans un quartier de Marseille, qui
qui était le très populaire quartier de Fondacle-des-Olives. Aujourd'hui, on a 8 antennes et on a 250 enfants. C'est ça, parce que j'ai entendu certains élèves dire que c'était des cours absolument magnifiques, magiques, et qu'ils n'auraient pas pu se payer ces cours, parce que, effectivement, si on n'a pas l'argent pour se payer un luth, ça coûte quoi, une centaine d'euros? Il y a plusieurs types de luth, c'est ça? Oui, alors les mandolines, nous, qu'on achète pour l'instant, là je travaille avec des marques qui vont essayer de nous faire une mandoline signée, mais pour l'instant on utilise des ukulélés qu'on a montés en mandoline, des ukulélés en forme de mandoline, qu'on appelle des ukulélines, et c'est la forme la plus, disons, économique, puisque le ukulélé a eu un grand succès ces dernières années, donc du coup il y a des ukulélés industriels qui sont assez bien faits, et donc on les S'il vous plaît, Vincent, la mandoline, on les customise pour en faire des mandolines. vous pouvez justement nous la montrer un petit peu plus haut à l'écran, la mandoline, nous expliquer un petit peu. C'est à 4 cordes, c'est ça? Ça, c'est pas un ukulélé, hein, ça coûte pas 100 euros. Mais c'est une mandoline type napolitaine, accordée en quinte comme le violon, sol, ré, la, mi. Voilà. Et ça se joue comme un violon, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, on peut faire des mélodies. On peut faire de la virtuosité. On peut faire des percussions. On peut faire du tapping. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Même du jazz? J'ai perdu un peu le fil de ce qu'on disait. On peut même faire du jazz? On peut même faire du jazz, bien sûr. Bien sûr qu'on peut faire du jazz. C'est génial, Alex. Et Vincent, ces instruments, les enfants les gardent, vous leur prêtez? Oui, tout à fait. Pour l'instant, pour être parfaitement transparent avec vous, on a réussi à acheter 100 instruments. On n'en a pas 250. Ça veut dire que on est obligé de faire un turnover. Mais oui, à part dans une école où on a 20 instruments qui tournent pour les enfants, le principe c'est qu'on achète les instruments, on leur confie et ils peuvent les emporter à la maison. Et ça, c'est déjà une grande avancée. Donc voilà, appel à tous les mécènes, si vous voulez nous aider, il nous manque encore 100 mandolines à acheter. Vincent, vous avez dit 250 enfants aujourd'hui bénéficient de ces cours, de vos cours, avec vos comparses. Ça concerne combien de classes? Oula, ça concerne combien de classes? Ben, il y a des écoles où il y a toutes les classes, par exemple, qui font de la mandoline. Je parle par exemple de Herbel, la maternelle d'Herbel, nous avons tous les élèves parce que le corps professoral de l'école, et je les comprends, ne voulait pas choisir, sélectionner. Donc ils ont dit, ben, c'est tout le monde ou personne. Ben, on a dit, ben, c'est tout le monde. Donc là, rien qu'à Herbel, on a une centaine d'enfants. Donc c'est, je sais pas moi, je ne saurais pas dire, mais 7 ou 8 classes. Je pense qu'on doit toucher une vingtaine de classes. Et l'idée, c'est de pérenniser, c'est-à-dire et ça, c'est tout l'objet c'est tout l'intérêt de ce projet, si vous voulez, c'est qu'on ne fait pas que donner des cours sur site. Le samedi matin, de 10h à midi, tous ces enfants des quartiers, ils viennent au Conservatoire de Marseille, dans ce magnifique palais qui est au centre de Marseille, et ils viennent se rencontrer et on fait ce qu'on appelle le fameux orchestre des Minots de Marseille, l'OMMM. Et ça existe nulle part ailleurs. Alors oui, il y a des dispositifs comme le dispositif Demos qui le fait, mais là on parle d'une famille d'instruments qui sont les mandolines, les guitares, ça n'existe pas nulle part ailleurs. L'année dernière, mon ami brésilien Hamilton de Landa est venu. Il m'a dit même au Brésil, ça n'existe pas. Donc il se passe à Marseille quelque chose effectivement d'unique. Et c'est la raison pour laquelle on a déposé un projet de soutien européen. On a obtenu le soutien de l'Europe à ce sujet. Et donc on va amener nos enfants des quartiers à Naples, à Madère, en Belgique. Et on va recevoir cet été les antennes qu'on est en train de créer avec nos amis napolitains, portugais, belges et de Toulouse. On va les recevoir cet été à notre festival. Donc c'est un truc complètement fou, hein. Et Vincent, c'est facile de mobiliser les enfants le samedi matin? Ben vous savez, il y a évidemment sur les 250, déjà on n'a pas la possibilité de les accueillir tous. Pour l'instant, il faudrait créer un duplex où
ou faire un conservatoire géant, mais on sont pas loin d'une centaine. Et oui, c'est facile parce qu'en fait, un enfant, quand il arrive dans ce palais, il a les yeux qui brillent en fait. Il y a des notes qui sont accrochées partout. C'est quand même un palais de la musique, un palais des arts, où il y a des grands musiciens, où il y a toujours de la musique. Venir dans le centre, c'est aussi une démarche qui est importante. On parle d'enfants, de familles, dont certains, des fois, ne sont jamais allés à la mer. Et là, ils viennent dans ce conservatoire pour rencontrer les autres. On ne pensait pas qu'on allait avoir autant d'enfants qui viendraient les samedis matins. Mais il se passe dans toutes les antennes un élan de solidarité. Des fois, c'est des mamans, des fois, c'est des instituteurs qui prennent sur leur temps. Vous savez, de toute façon, on ne fera rien sans le bénévolat, on ne fera rien sans une implication de tous. Donc, il faut que tout le monde se mobilise pour nos enfants, pour cette transmission, pour ce futur. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent, Vincent, les enfants? Vous parlez justement de ce moment quand ils pénètrent le palais. Quel sentiment ça leur procure de se produire en concert comme ça? Déjà, ils sont très fiers. Ils sont très fiers. Et puis, vous savez, alors, si vous éduquez les enfants très tôt à regarder le monde par autre chose que ce qu'on leur montre habituellement, c'est-à-dire par la musique, par la culture, par le son, par l'émotion, par la peinture, ça change beaucoup de choses. Donc, ils arrivent dans un palais qui est beau, ils sont émerveillés. On a fait un concert à la préfecture. Le préfet leur a dit, vous savez, ici c'est la Maison de la République, c'est chez vous, vous êtes chez vous. Et ah bon, c'est chez nous? Ben oui, c'est chez vous ici. Donc tout ça, ça vous appartient. Et ce palais, cet établissement public qui est le conservatoire, ça vous appartient aussi. Donc il est à vous. Donc vous êtes chez vous. Et on travaille sur ça. Donc ça leur procure de la fierté. Je pense ils sont aussi... Vous savez, il y a quelque chose de très important, c'est la vibration. Des fois vous écoutez une musique, vous vibrez intérieurement ou parce qu'il y a une note, il y a quelque chose, ça vous rappelle, ça évoque un souvenir, ça évoque quelque chose. Là, on est en train de créer avec ces enfants des souvenirs, on est en train de leur créer une palette d'émotions à travers du son, à travers des images, à travers des rêves, à travers vraiment un monde imaginaire qu'on leur crée. Là, cette année, on fait un spectacle. Et donc, tout ça, ça participe à les construire, je pense. Est-ce que vous avez le sentiment de susciter des vocations ? Je ne me pose pas. Vous savez, moi, je suis un homme d'action. Comme disait Stravinsky, je suis un maker, je fabrique. Je ne me pose pas cette question parce que ça me met la pression. Disons que c'est... Vincent, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous avez repéré des talents ? Ah, des talents, oui. Des talents, oui. En fait, j'ai envie de dire, un enfant, c'est sacré. Et l'enfant, en général, il est au début, si vous voulez, il est malléable, c'est-à-dire qu'il a plein de possibilités. Et malheureusement, c'est des petites lumières qui s'éteignent au fil de leur parcours, parce qu'une mauvaise rencontre, parce qu'ils sont happés par le jeu vidéo, parce qu'autre chose. Et puis, mais au début, vous savez, au départ, on est tous avec les mêmes chances, quasiment avec l'oreille absolue. Mais oui, j'ai vu des talents, on les suit. Et c'est vrai que pour moi, qui suis professeur au conservatoire, c'est un petit peu aussi la solution de facilité. J'ai 250 enfants, donc évidemment, mon système de recrutement, il va se faire par ça. C'est-à-dire que les enfants qui vont être talentueux, que je vais repérer, je vais leur dire, peut-être que tu peux pousser plus loin, que tu peux rentrer sur un système de face-à-face pédagogique, parce que de toute façon, les deux enseignements sont complémentaires. Nous, on fait du collectif, on travaille sur ça, mais on ne remplacera jamais aussi le face-à-face pédagogique pour former des artistes, ceux que vous entendez dans les opéras, les solistes, à la radio, à la télé. Donc oui, j'en ai déjà repéré. Il y en a déjà plusieurs qui sont rentrés au conservatoire depuis 3 ans qu'on a inscrit le dispositif. Je prends l'exemple d'un petit guitariste qui s'appelle Mohamed, qui vient de rentrer au conservatoire. Et ma collègue conservatoire, elle m'a dit, mais où tu l'as trouvé celui-là? Il fait partie de l'OMMM. Donc oui, on est très contents parce que là, c'est très concret pour nous. Comment se passent les cours et surtout dans quelle atmosphère? Élément de réponse avec cet extrait.
J'adore, c'est génial. Comment se déroule un cours? Comment se déroule un cours? Alors, déjà, il faut bien comprendre que moi, tout seul, je ne vais pas tous les jours dans les quartiers. Donc, j'ai une équipe. Et en l'occurrence, nous avons 2 intervenantes cette année qui vont sur site, tous les jours, dans une école différente. Et elles ont des petits groupes de 5, 8, 10 élèves, et elles font le travail de ce qu'on appelle des prérequis, la technique, comment on se positionne, on tient bien sa plume, ce que c'est qu'une pulsation, ce que c'est qu'un rythme, ce que c'est qu'un sol, un do, un ré, les cordes à vide, posez-les. Donc le travail est vraiment essentiel, il est fait par 2 intervenantes, Catherine Arquez et Maude Négrel. Ensuite, moi j'écris toutes les musiques pour les enfants, et j'essaye d'aller une fois par mois sur chaque site. Et le samedi matin, donc, on a ce fameux orchestre où moi j'essaie d'y aller le plus possible et qui est dirigé par Catherine Arquez. Donc les cours, ils se déroulent, c'est 1 heure généralement de cours. Et il y a une grande complicité avec l'éducation nationale, avec les instituteurs, les professeurs des écoles. Ça, c'est très important. Et il y en a même qui se mettent à la mandoline pour jouer avec les enfants. Donc la prochaine étape, c'est de créer, je le dis un peu en rigolant, mais c'est vrai, un orchestre de mamans et un orchestre d'instituteurs, d'institutrices, de professeurs des écoles. Et ça va le faire. Et le solfège, ça intervient quand? Le solfège, ça intervient quand il y a besoin, en fait. Vous savez, le solfège, c'est un outil de la musique. On a beaucoup tiré à boulet rouge sur le solfège. Oui, tu vois, mais en fait, ça, c'est des fantasmes. C'est-à-dire que le solfège, c'est tout et rien. C'est toute la musique, le solfège. D'ailleurs, on n'appelle plus ça le solfège, on appelle ça la formation musicale. Et ici, au Conservatoire de Marseille, mes collègues font un travail formidable. On apprend à chanter, on apprend à se placer rythmiquement, on apprend à lire une partition. Alors oui, effectivement, un clarinettiste qui utilise différentes clés, ou un corniste, il va devoir travailler plus dur la formation musicale, le solfège, la lecture. Oui, un violoniste, mais là, en l'occurrence, on apprend tout en même temps. Moi, je ne suis pas pour le système de faire des couleurs, des petits cailloux, non. Je suis pour leur dire, la musique, c'est ça. La musique, c'est exigeant. La musique, c'est un langage universel, un langage savant. Et vous allez l'apprendre. Et vous serez étonnés de savoir que, on a des élèves qui sont jamais fait un cours de solfège et qui connaissent toutes les notes, qui chantent, qui jouent tous les morceaux par cœur, tout le programme par cœur. C'est incroyable. Je pense qu'on utilise une très petite partie de notre cerveau. Et les enfants nous le prouvent à chaque répétition. La preuve en image avec ces quelques réactions. Je m'appelle Victoria et j'ai 9 ans et demi et j'aime beaucoup la musique. Et on a beaucoup de la chance, ceux qui font de la mandoline ou de la musique. Normalement, on a une chance dans la vie d'avoir faire de la musique. Ou sinon, c'est rare que c'est cher. Et normalement, on peut pas. Parfois, il y a pas de place. Et moi, j'aime beaucoup la mandoline. Ce que je veux faire avec la mandoline, ça plus m'entraîner jusqu'à quand je deviens grand. J'ai envie de continuer à m'entraîner quand je serai grand. Et faire des nouvelles musiques avec la mandoline. Vincent, démocratiser la musique, c'est un outil d'éducation puissant. Voilà, la réponse est dans la question, ou la question est dans la réponse. Tout à fait, je le crois, dur. C'est parti pour la loupe, et la loupe, c'est avec Alix. J'étais pris de vitesse. Une fois n'est pas coutume. Allez, lumière sur Demos, ma chère Alix, un projet piloté par la Philharmonie de Paris qui vise à ouvrir l'accès à la pratique musicale à des enfants souvent éloignés. Oui, tout à fait. Cet éloignement, peut-être pour des raisons économiques, sociales ou géographiques. Demos, qui signifie dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Ce projet est financé par l'État, les collectivités locales et une poignée de mécènes. Le programme a vu le jour en 2010. Il s'adresse aux 7-12 ans. Plus de 11 000 enfants en ont déjà bénéficié. Les enfants forment des orchestres sur l'ensemble du territoire. Il en existe aujourd'hui près d'une cinquantaine. Ils sont copilotés par la Philharmonie de Paris, les collectivités locales, les établissements publics culturels et les orchestres, les conservatoires.
Et comment ça fonctionne, ces orchestres? Eh bien, chaque enfant reçoit un instrument de musique qu'il garde pendant 3 ans. Il participe à des ateliers hebdomadaires de 3 à 4 heures dans une structure locale. Ces ateliers sont encadrés par 2 intervenants artistiques et un professionnel du secteur social, en groupe d'une quinzaine d'enfants. Les apprentissages se font par famille d'instruments et environ une fois par mois, ils se réunissent pour des répétitions en orchestre complet, dirigé par un chef d'orchestre. Et pendant certaines semaines, vacances scolaires, il participe également à des stages d'une journée en moyenne. Et chaque année, un grand concert est organisé dans un lieu symbolique de la région où est basé l'orchestre. Et à la fin des 3 ans, les enfants peuvent être orientés vers le conservatoire ou une école de musique locale, auquel cas ils gardent leurs instruments et certains peuvent même intégrer un orchestre Demos de niveau avancé. Vincent, quel bénéfice pour un enfant quand il joue en orchestre? Pardon, j'ai pas entendu Oui, quel est le bénéfice pour un enfant quand il joue en orchestre? Ah, il est énorme le bénéfice. Il est énorme parce que si vous voulez, d'une part, bon, il y a évidemment le facteur, le lien social qui se crée, mais l'enfant, il s'imprègne, si vous voulez, du son. Le plus important, c'est de mettre l'enfant en vibration. En fait, le plus important, c'est susciter la motivation par l'émotion du son. Et ça, en mutualisant les efforts des enfants, parce qu'un enfant qui va faire de la mandoline tout seul, bon, il va faire une petite note, une corde à vide ou 2 notes, ça va être difficile pour lui d'arriver à vibrer. Mais quand ils sont 50, 100, et que pendant qu'il y en a un qui fait un do, l'autre fait un mi, l'autre fait un sol, qu'on a un accord de do majeur, que la flûte fait une autre partie, là d'un seul coup on crée un monde. Donc le collectif va permettre, comme dans une équipe de foot, hein, en fait je dirais de panoramiser la musique en fait, hein, tout simplement, et ce que l'enfant est capable de faire, quoi. Vous avez des retours sur vos enfants, effectivement, ces 250 enfants, sur le plan scolaire. Est-ce que ça a pu booster quelque part, effectivement, leurs résultats scolaires? Est-ce que ça les a changés? Certains, oui, ça les a changés, c'est clair. Et on le voit, ça les a posés, parce qu'on apprend à être concentré. Quand on fait de la musique, il reste en répétition, le samedi matin, il reste 2 heures concentré à faire de la musique. Et on fait même plus de pause, en fait, parce que la pause, justement, ça contribue à ce qu'ils soient agités. Donc, en fait, il reste 2 heures, quasiment comme des professionnels. Et oui, donc je l'ai vu, moi je l'ai constaté avec les élèves que j'ai en horaire aménagé musique, parce que si vous voulez, à l'OMMM, il y a ces enfants qui viennent de tous les quartiers, mais il y a aussi les élèves du conservatoire. C'est cette mixité sociale qui est importante. Et moi donc je le vois directement avec certains élèves que j'avais au départ, ça les change, oui, effectivement. Ils sont beaucoup plus concentrés, ils sont beaucoup plus appliqués, ils ont envie de bien faire. Ils apprennent aussi à écouter les autres, parce qu'on travaille sur la partie de première mandoline, ensuite on va dire les premières mandolines et les secondes mandolines, ensuite on va rajouter les guitares, il y a de l'attente, il y a de l'écoute, on joue les uns par rapport aux autres. Donc oui, effectivement, c'est très, très, très important. Au final, à travailler en équipe, que certains adultes savent pas faire. C'est faire société pour moi. Je me rappelle ce que me disait, que moi quand j'ai commencé la musique, j'étais dans un orchestre de mandoline amateur à Toulouse, et on ne disait pas on va à l'orchestre, on dit on va à la société. C'est faire société pour moi. Et vous pensez que le conservatoire est trop élitiste en l'état? En tout cas pas celui de Marseille, ça je peux vous le garantir. Déjà c'est le moins cher de conservatoire. Non, je pense pas. Je pense que justement les conservatoires sont en train de réinventer un modèle, mais ils sont là aussi, ils sont les garants d'une certaine pédagogie, une pédagogie spécialisée, mais en s'ouvrant, parce que maintenant tous les conservatoires commencent à avoir de l'éducation artistique et culturelle, les fameuses EAC. En s'ouvrant à ces EAC, ça permet de faire rayonner beaucoup plus le conservatoire, d'ouvrir le recrutement, entre guillemets, à des publics qui n'avaient pas l'information. Je rappelle quand même que le conservatoire, c'est un établissement public, donc tout le monde a le droit d'y rentrer, tout le monde peut y rentrer. Bon, il y a des concours, mais souvent, on n'a pas forcément l'information. Et puis, bon, si on parle de Paris, 3-4 millions d'habitants, 25 conservatoires, Marseille, 1 million d'habitants, un conservatoire, donc c'est difficile quand même. Non, le conservatoire de Marseille, je pense, peut servir pour l'instant vraiment d'exemple dans ce domaine-là. Il n'y a pas d'élitisme, au contraire, on va chercher les enfants à droite, à gauche, il y a des classes charme, des classes de théâtre,
des classes de danse qui sont en train de naître sur l'ensemble du territoire de la cité phocéenne. Vincent, qu'est-ce qui se passe du 4 au 10 juillet prochain? Alors, du 4 au 10 juillet prochain, il y a la 4e édition du Mandoline Marseille Festival, qui est un festival qu'on a créé avec la ville de Marseille, qui est un bel événement, une sorte de vitrine aussi de tout le travail qu'on fait sur le territoire. C'est un festival international qui mêle, si vous voulez, des grandes têtes d'affiche, des grands musiciens et des musiciens locaux. Et évidemment, l'OMMM, l'Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille, sera présent dans une création qui s'appelle Les Légendes du Nord, qui est, je dirais, inspirée de ma rencontre avec Rachel Tolkien, la petite fille de l'écrivain Tolkien. Les Légendes du Nord, donc, avec un conte musical. Et c'est l'OMMM qui va assurer la partie orchestrale de ces musiques, je dirais, autour des nains, des elfes, des géants et de tout cet univers onirique des Légendes du Nord. Un festival qui sera en hommage à Sylvain Luc. Est-ce qu'on peut se quitter en musique, s'il vous plaît? En musique. Ça donne presque envie de chanter, mais je vais vous épargner ça. J'ai envie d'aller à Venise. Merci infiniment, Vincent. Merci infiniment de nous avoir présenté votre si beau projet. Et encore une fois, bravo pour votre réussite. Vincent Berdemander, compositeur, concertiste international, directeur artistique. Et donc, on l'a compris, professeur émérite de mandoline. On rappelle le festival, le Mandoline Marseille Festival, ce sera du 4 au 10 juillet prochain. Un immense merci à vous, Vincent. Et un grand merci, comme d'habitude, Alex. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée en notre compagnie. Ciao.